Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire vraie de crime. L'affaire que je souhaite vous présenter aujourd'hui s'est déroulée à Göteborg, sur la côte ouest de la Suède, en novembre 2022. À première vue, rien ne laissait présager le drame qui allait frapper cette ville réputée pour son grand port maritime, ses larges avenues et son ambiance à la fois moderne et chaleureuse. Pourtant, sous la surface d'une existence paisible, un piège sordide s'était refermé sur plusieurs victimes, dont la disparition suscita dans la communauté autant de stupeur que d'effroi. Avant de vous dévoiler cette histoire glaçante, j'aimerais vous inviter à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucune de mes prochaines enquêtes. Après la tombée d'une nuit précoce typique du mois de novembre en Scandinavie, lorsque les quais de Göteborg se teintèrent d'ombres mélancoliques, les habitants commencèrent à remarquer des anomalies dans leur quotidien. Un soir, vers la fin de la première semaine de novembre 2022, une jeune femme impliquée dans des programmes de bénévolat fut portée disparue. Très vite, la nouvelle se répandit dans la ville. Des amis et des proches de cette première disparue rapportèrent qu'elle s'était rendue à son cours de langue pour immigrants dans un bâtiment associatif, puis qu'elle ne s'était plus manifestée. Cette absence, d'abord considérée comme un acte isolé, se joignit bientôt à d'autres signalements de disparition inquiétantes. Toutes concernaient des femmes âgées de la vingtaine ou de la trentaine, actives dans divers organismes caritatifs ou projets associatifs. Le cœur de la population se serra quand les médias locaux commencèrent à suggérer un possible lien entre ces disparitions. Très vite, le climat se transforma en un mélange de paranoïa et de choc. On voyait les annonces de recherche fleurir sur les murs et dans les rues, affiches avec visage souriant, mention de signalement et d'un numéro d'urgence à contacter. Les patrouilles de police renforcèrent leur présence autour des lieux de bénévolat, mais rien n'éclaircissait l'origine de cette vague d'enlèvement. Parmi ces femmes, on retrouva rapidement le nom de Caroline Nordin, 27 ans, connue pour son implication majeure dans une banque alimentaire locale. Caroline, grande de 1,60 m et 5 cm, arborait une fine silhouette, un visage doux encadré par de longs cheveux blonds, pâles, et de remarquables yeux gris-vert. Son entourage la décrivait volontiers comme une personne pleine de compassion, toujours disposée à consacrer son temps à ceux qui en avaient besoin. Sa famille soulignait depuis l'enfance une sensibilité à la détresse d'autrui, laquelle l'avait poussée à multiplier les actions caritatives, collecte de fonds, distribution de repas, participation à divers programmes culturels pour favoriser l'inclusion sociale. Son enthousiasme débordant s'alliait à une certaine discrétion personnelle. Caroline n'avait pas pour habitude d'étaler sa vie privée et, malgré une popularité certaine dans les milieux associatifs, on la connaissait surtout pour son sourire rassurant et sa volonté de rendre le monde un peu plus doux. Ses amis de jeunesse la décrivaient comme organisée, consciencieuse et ferme dans ses convictions. Son agenda était toujours chargé. Parallèlement à ses engagements, elle poursuivait des études à distance dans le secteur de la psychologie et envisageait, selon certains témoignages, d'ouvrir un jour un centre d'aide psychologique pour femmes victimes de violences. Une amie proche de Caroline, qui préférait rester anonyme, décrivit longuement la vie sentimentale de la disparue. D'après ses confidences, Caroline était célibataire. Elle avait rompu 6 mois auparavant avec un compagnon qui habitait Stockholm. Selon cette même amie, Caroline avait mis fin à la relation pour se concentrer sur ses études et sur son rôle grandissant dans le caritatif. Malgré cette rupture, elle ne s'était jamais plainte de harcèlement ou de menaces. Au contraire, elle semblait avoir traversé cette période de transition avec sérénité. Les collaborateurs de Caroline se souvenaient d'elle en train de sourire aux passants du centre-ville, distribuant des brochures pour la banque alimentaire
et encourageant les gens à offrir du temps ou des dons. Quelques heures avant sa disparition, elle aurait d'ailleurs participé à une réunion dans un grand bâtiment culturel de Göteborg, où étaient préparées les prochaines initiatives pour venir en aide à des personnes précaires. La dernière fois qu'on l'avait vue, elle se trouvait près d'une ruelle adjacente à son immeuble. Une caméra de sécurité d'un petit commerce l'aurait filmée, montant à bord d'une voiture sombre qui s'était arrêtée à sa hauteur. Après ce moment, plus aucun signe, ni d'appel, ni de message. Cette absence totale de communication alarma aussitôt tous ceux qui la connaissaient. Lorsque la police fut alertée, elle relia immédiatement cette disparition au dossier déjà ouvert concernant 2 autres femmes. La première, une étudiante bénévole dans un foyer d'hébergement, avait disparu dans des circonstances similaires. La seconde, une assistante sociale, s'était également volatilisée alors qu'elle se rendait à une activité de groupe centrée sur l'éducation familiale. Les enquêteurs constatèrent que les points communs étaient frappants. Des femmes impliquées dans des initiatives sociales, disparues en soirée, souvent près d'un véhicule inconnu qui semblait les attirer ou les forcer à monter. Rapidement, l'opinion publique s'emballa et les médias n'hésitèrent pas à employer des formules dramatiques évoquant un potentiel prédateur ciblant les femmes engagées dans l'humanitaire. Les familles craignaient une montée en puissance de la violence envers celles qui œuvraient dans l'ombre. Dans la foulée, le représentant d'une association locale en faveur de la protection des femmes déclara que ces disparitions risquaient de jeter une ombre sur le travail précieux accompli par tant de bénévoles, car beaucoup hésiteraient dorénavant à s'aventurer seuls après la tombée de la nuit. La découverte du corps de la première disparue, quelques jours plus tard, provoqua un véritable séisme. C'est un promeneur matinal, accompagné de son chien, qui fit la macabre trouvaille dans un petit bosquet reculé d'un parc en périphérie de Göteborg. Selon ses déclarations, le chien avait tiré sur sa laisse en reniflant nerveusement l'odeur d'un sous-bois humide. Face aux arbres couverts de givre, l'homme distingua ce qui semblait être un corps inanimé. Il expliqua avoir d'abord cru qu'il s'agissait d'un simple mannequin abandonné, mais la réalité l'atteignit de plein fouet lorsqu'il s'approcha. L'alerte fut aussitôt donnée et la police boucla la zone. Les officiers, rejoints par des experts en scène de crime, s'empressèrent de sécuriser le périmètre. Les premiers éléments d'analyse indiquaient que la victime présentait des traces de lutte, des ecchymoses sur les poignets et au niveau des chevilles, comme si elle avait été attachée. L'examen initial ne permit pas de déterminer la cause exacte de la mort, ni la date précise, mais confirma la présence d'indices inquiétants. On soupçonnait qu'elle avait été retenue captive avant de décéder dans des circonstances troubles. L'équipe de police locale décida de solliciter l'aide de 2 enquêteurs considérés comme des piliers en matière de crimes violents. Le premier était un officier expérimenté, discret dans ses méthodes, mais réputé pour sa ténacité, connu pour sa capacité à questionner les témoins tout en les mettant en confiance. Il avait déjà résolu plusieurs affaires délicates impliquant des disparitions. Son partenaire, plus jeune, était un enquêteur au parcours atypique, ancien profileur. Il s'était spécialisé dans l'étude du comportement criminel et dans la recherche d'éléments d'ordre psychologique sur la scène du crime. Tous deux unissaient leurs compétences pour tenter d'élucider cet écheveau de disparition. Très vite, la police commença à entendre amis, collègues et proches de chaque victime. Ils passèrent également en revue toutes les bandes de vidéosurveillance disponibles aux alentours des différents lieux où les femmes avaient été vues pour la dernière fois. Les premières dépositions recueillies de la part d'un voisin de l'une des disparues suggérèrent la présence d'un individu inconnu au pied de l'immeuble quelques jours avant la disparition. Cet individu, décrit comme grand et possédant un tatouage, avait été aperçu aux côtés de la jeune femme, semblant lui parler avec familiarité.
Cette information aiguilla l'équipe vers une première piste. À ce stade, le nom de Lars Bergström, un homme de 35 ans, refit surface. Décrit comme mesurant environ 1,90 m, athlétique, avec des cheveux courts et sombres, il portait, sur l'avant-bras gauche, un tatouage représentant un navire viking. Ce détail correspondait à la description offerte par le voisin. Lars n'était pas un inconnu. Il travaillait comme programmeur dans une importante société du centre de Göteborg et collaborait occasionnellement à divers projets en ligne visant à soutenir des organisations caritatives. Les enquêteurs se penchèrent sur sa relation avec Caroline, découvrant qu'ils avaient plusieurs fois œuvré ensemble, notamment pour créer une plateforme numérique permettant de faciliter les dons et la gestion des stocks de nourriture dans la banque alimentaire. Comme Caroline faisait elle-même partie des personnes disparues, l'hypothèse d'un lien étroit entre Lars et l'affaire de ses enlèvements inquiétait doublement la police. Aurait-il pu s'agir d'un ex-partenaire jaloux, dissimulant un comportement violent? Ou bien était-il lui-même une victime collatérale d'événements qui le dépassaient? Lors de son premier interrogatoire, Lars sembla abasourdi par l'implication possible de Caroline. Sa version mentionnait le fait qu'il n'avait pas eu de nouvelles concrètes d'elle depuis quelques jours et qu'il s'inquiétait également de son silence inhabituel. Il reconnut avoir entretenu des rapports amicaux et professionnels avec la jeune femme, mais nia fermement être au courant de tout plan malveillant. Parallèlement, un autre nom commença à circuler au fil des interrogatoires, celui d'un collaborateur rencontré dans le même centre culturel où Caroline avait mené plusieurs projets bénévoles. Il s'agissait d'Elias Lundgren, un homme de 32 ans, grand également, aux cheveux plus longs, toujours soigneusement coiffé, portant une barbe que d'aucuns jugeaient caractéristique de son style artiste. Passionné de cinéma, Elias était souvent impliqué dans des festivals, des séances de projection et autres manifestations culturelles. Son look, reconnaissable à un long manteau et une écharpe épaisse, se repérait aisément dans les lieux publics. Personnalité connue dans le petit milieu artistique de Göteborg, il bénéficiait d'une notoriété plutôt positive. Toutefois, des images de caméras de surveillance, prises dans un quartier où une autre bénévole avait disparu, révélèrent la silhouette d'un homme correspondant fortement à sa description, rôdant aux abords d'un bâtiment associatif à une heure tardive, environ 2 jours avant ladite disparition. Convoqué pour un premier entretien, Elias se montra coopératif, offrant des explications parfois floues sur ses activités de ces derniers temps. Il affirma ne rien savoir concernant le sort de Caroline ou des autres femmes. Néanmoins, son attitude sembla intriguer l'enquêteur profilé, qui décela dans ses réponses une tension interne, comme si l'homme cherchait à dissimuler certains détails de sa vie. À mesure que l'enquête progressait, le climat devint plus pesant pour la population. Des rumeurs se mirent à enfler dans la ville. Certains imaginaient qu'un trafic obscur avait lieu dans les sous-sols de Göteborg et que des femmes charitables étaient systématiquement ciblées pour leur vulnérabilité ou leur naïveté présumée. D'autres théories plus farfelues voyaient un culte secret qui aurait jeté son dévolu sur des bénévoles. Plusieurs résidents finirent par rejoindre des comités de surveillance de quartier, tentant d'assurer un minimum de sécurité. Pendant ce temps, la police poursuivait méticuleusement ces recoupements. Les relevés téléphoniques, notamment, commencèrent à livrer des éléments intéressants. On découvrit que Caroline avait échangé des messages avec Elias peu de temps avant sa disparition, ce dernier semblant insister pour qu'elle vienne le retrouver dans une zone spécifique près du centre culturel. Parallèlement, Lars, de son côté, reçut un appel provenant du numéro de Caroline, la nuit même où elle avait disparu, mais il affirma n'avoir rien entendu et n'avoir vu aucun appel en absence. L'enquête technique révéla toutefois que cet appel avait duré quelques secondes et qu'il avait été localisé
près d'une ruelle exiguë, proche du domicile de Caroline. Les détectives redoublèrent d'efforts pour clarifier la relation qui unissait ces trois personnes. Les témoignages autour de Caroline laissaient entendre qu'elle avait une haute estime de Lars, qu'elle admirait pour ses compétences professionnelles et qu'elle éprouvait une certaine fascination pour Elias, un artiste charismatique qu'elle avait rencontré lors d'un événement caritatif lié au cinéma. Plusieurs connaissances communes mentionnèrent même qu'il semblait former un trio assez complice sur certains projets, combinant l'expertise numérique de Lars, les talents organisationnels de Caroline et la vision artistique d'Elias. Était-il possible que cette entente se soit transformée en quelque chose de plus sinistre, ou que l'un d'entre eux ait orchestré l'horreur à l'insu des deux autres? Afin de vérifier ces hypothèses, la police commença à passer au crible l'appartement d'Elias, muni d'un mandat de perquisition. Les agents découvrirent, dans la chambre, un matériel vidéo ancien, composé de caméras analogiques, de cassettes VHS et de divers trépieds, ainsi qu'un grand nombre de cartons étiquetés. À première vue, on aurait pu croire qu'il s'agissait simplement de matériel professionnel ou de collection pour un cinéaste. Cependant, l'examen de certaines vidéos révéla des scènes troublantes, montrant des jeunes femmes dans des lieux isolés, filmées à leur insu, parfois en pleine conversation, d'autres fois marchant dans la rue. L'une des victimes disparues apparut sur un enregistrement datant de quelques semaines. Les enquêteurs notèrent qu'elle semblait discuter avec un homme, hors champ de la caméra, avant de monter dans un véhicule sombre. Les angles de prise de vue suggéraient que la caméra avait été placée en hauteur, peut-être sur un balcon ou dans une pièce voisine. Parmi les objets saisis, on trouva également un sachet renfermant plusieurs objets personnels, clés, porte-monnaie, médaillons. Le plus dérangeant fut de constater que certains de ces effets appartenaient à deux femmes portées disparues, comme l'attesta la famille de la première victime, qui reconnut immédiatement le bracelet fétiche de leurs proches. Alors qu'Elias était placé en garde à vue pour explication, les policiers épluchaient chaque recoin de son logement. Dans une pièce aménagée en bureau, ils tombèrent sur des notes griffonnées, des croquis et surtout des annotations manuscrites qui pouvaient laisser supposer un plan de surveillance sur plusieurs femmes. Les enquêteurs n'excluaient plus qu'il ait pu s'agir d'un harceleur déterminé, voire d'un kidnappeur. Les indices ne révélaient toutefois rien à propos du sort exact de Caroline, elle aussi disparue. Pendant que la presse, avide de sensationnel, commençait à présenter Elias comme le suspect principal, Lars fit de son côté un pas important pour prouver son innocence. Il se rendit spontanément à la police avec des informations numériques cruciales. Il détalait l'accès à une plateforme de stockage en ligne créée au nom de Caroline, sur laquelle étaient consignés les différents plannings de ses activités bénévoles et les coordonnées de ses contacts. D'après les enquêteurs, cette ressource numérique, soigneusement mise à jour, permettait de connaître les déplacements et disponibilités de nombreuses femmes impliquées dans les mêmes cercles associatifs. En creusant davantage, ils découvrirent qu'un grand nombre d'annotations faisaient référence à des rencontres tardives, organisées dans des lieux à l'écart, où personne ne se trouvait en principe après la tombée de la nuit. On pouvait y lire une mention pour exploration du sous-sol dans le centre culturel où Elias travaillait, une autre pour des rendez-vous en petits groupes, parfois annulés à la dernière minute, créant ainsi des occasions où quelqu'un pouvait se retrouver isolé. Tous ces éléments rendirent la possible complicité de Caroline de plus en plus suspecte, malgré le fait qu'elle soit officiellement portée disparue. Le choc fut immense quand l'équipe d'investigation mit la main sur d'autres enregistrements provenant d'une caméra de vidéosurveillance installée dans une rue discrète menant à la zone de stockage du centre culturel. On y reconnaissait distinctement Elias, portant des caisses, apparemment lourdement chargées,
et, à ses côtés, une silhouette féminine blonde, d'une taille et d'une corpulence semblables à celle de Caroline. L'image n'était pas d'une netteté exemplaire, mais elle laissait peu de place au doute. On voyait clairement cette femme l'aider à déplacer deux jeunes femmes ligotées, inconscientes ou trop faibles pour résister. Ces images foudroyèrent l'équipe policière. Il n'était dès lors plus question de Caroline comme victime naïve ou simple complice passive. Les scènes suggéraient un rôle actif et coordonné. Les enquêteurs reconstituèrent ensuite, avec horreur, une suite d'actes planifiés. Les caisses, visiblement utilisées pour masquer et transporter les victimes, furent acheminées jusqu'au sous-sol d'une partie désaffectée du centre culturel. Il s'agissait d'un espace très peu fréquenté, où, sous couvert d'événements organisés par Elias, des activités clandestines pouvaient se dérouler dans le plus grand secret. Déterminés à en avoir le cœur net, les enquêteurs investirent les lieux. En descendant un escalier sombre menant à un couloir humide, ils tombèrent sur une porte métallique dépourvue de toute inscription. Derrière cette porte, ils découvrirent une pièce exiguë, transformée en salle de stockage et équipée d'un matériel peu banal. Projecteurs de forte puissance, caméras, micros, ainsi que des chaises disposées de manière à rappeler un plateau de tournage improvisé. Dans un coin, plusieurs cartons contenaient des vêtements de femmes, des effets personnels et des carnets de notes. Il semblait clair qu'Elias, avec l'aide d'une ou plusieurs personnes, avait attiré ces femmes pour ensuite les retenir en ces lieux. Les murs, peints en blanc, laissaient apparaître des éclaboussures brunâtres qui ne pouvaient qu'évoquer des traces de sang. Sur un plan de travail, on remarquait un ordinateur éteint, relié à un écran. Les premiers examinateurs de la police scientifique soupçonnèrent l'existence d'une opération de tournage macabre, hypothèse appuyée par la multitude d'accessoires et d'outils trouvés sur place. Mais la question demeurait: pourquoi Caroline, qui jouissait d'une réputation exemplaire, aurait-elle participé à un tel projet monstrueux? Plongés dans un mélange d'incompréhension et d'effroi, les habitants de Göteborg assistèrent de loin au développement de l'enquête. Les révélations se multiplièrent, alimentant une curiosité morbide. La police finit par confirmer qu'elle considérait Caroline, officiellement, non plus comme une victime, mais comme un complice majeur, peut-être même le cerveau du réseau, tant les documents saisis témoignaient d'une stratégie élaborée. L'analyse des données numériques mises à disposition par l'ARS montra que Caroline avait établi un véritable registre des bénévoles à cibler, énumérant leurs horaires, leurs habitudes, leurs faiblesses éventuelles. Les enquêteurs en conclurent que la mission de Caroline consistait à repérer les victimes potentielles et à les approcher sous couvert d'activités associatives. Son influence dans la communauté caritative avait fait d'elle une figure de confiance aux yeux de nombreuses personnes, ce qui lui permettait de proposer des rendez-vous ou de demander de l'aide sans éveiller de soupçons. La collaboration entre Caroline et Elias se révéla au grand jour lorsque la police se pencha plus en détail sur les fichiers vidéo. On distinguait leur mode opératoire, filmé à leur insu par la caméra de surveillance que la police venait de décoder. Caroline adoptait une attitude rassurante, exploitant le lien de solidarité qui existait entre les bénévoles, puis encourageait ses cibles à la suivre dans un lieu censé accueillir du matériel pour les distributions alimentaires. Une fois sur place, Elias surgissait pour neutraliser la personne ciblée. Cette chorégraphie mortelle fut attestée par plusieurs enregistrements où les visages flous des victimes trahissaient la panique. Une fois l'enlèvement réalisé, on transportait la victime dans la zone souterraine du centre culturel, aménagée à des fins sinistres. Le public, médusé, découvrit que Lars, de son côté, avait été le faux suspect idéal au début de l'enquête, puisque son tatouage et son implication professionnelle dans la plateforme numérique de Caroline pouvaient le compromettre. Pourtant,
En recoupant les horaires et en vérifiant ses relevés téléphoniques, la police constata que Lars n'était pas présent sur les lieux au moment critique de la disparition de Caroline. Mieux encore, son aide précieuse avait permis de faire avancer l'investigation au moment où tout laissait croire qu'il était lui-même impliqué. L'équipe d'investigation confirma alors que Lars avait, malgré lui, servi d'écran à Caroline, dans la mesure où elle se servait de ses compétences informatiques pour masquer la provenance de certains courriels et créer des accès sécurisés sur le réseau. L'examen médico-légal du corps de la première victime retrouvée révéla qu'elle était décédée dans un laps de temps cohérent avec cette mise en scène. Retenue captive durant plusieurs jours, elle était vraisemblablement morte de suffocation, un ruban adhésif ayant été retrouvé autour de sa bouche et de son nez. Les techniques criminelles mises en œuvre suggéraient un mode opératoire cruel et parfaitement orchestré. Les rumeurs sur la présence d'un prédateur solitaire se transformèrent en un récit effroyable où le duo Elias-Caroline semblait déterminé à piéger des femmes pour des raisons qui restaient à préciser. Lars, désormais blanchi, s'unit aux enquêteurs en tant que collaborateur externe, acceptant de leur livrer la totalité des accès administratifs dont il disposait. Les spécialistes de la cybercriminalité passèrent au peigne fin les comptes utilisés par Caroline, y découvrant des échanges cryptés entre elle et Elias. Les messages laissaient entrevoir un glissement progressif de la philanthropie vers une fascination malsaine pour le contrôle et la manipulation. On y lisait, par bribes, la volonté d'expérimenter ce qu'ils appelaient la peur pure. Certains messages semblaient mieux faire allusion à la réalisation de projets audiovisuels sur la souffrance psychologique. D'autres contenaient des propos que l'on pouvait difficilement interpréter autrement que comme le signe d'une profonde dérive mentale. Il était question de filmer la vérité derrière le masque des gens, de révéler la fragilité humaine à travers le prisme de la peur extrême. Les enquêteurs, écœurés, s'accordèrent à dire qu'il s'agissait d'un délire pervers, nourri par deux esprits qui se rencontraient dans leur noirceur. Alors que la police progressait rapidement dans la consolidation des preuves contre Elias, celui-ci, interrogé à plusieurs reprises, maintenait tantôt un discours confus, tantôt le silence. Il invoquait des raisons artistiques, prétextant qu'il avait voulu créer une performance immersive sur la condition humaine, mais qu'il n'avait pas l'intention de faire du mal. Cette défense se heurta aux éléments matériels accablants, en particulier les objets intimes des victimes, la présence de sang et les enregistrements vidéo à caractère explicite. À ce moment de l'enquête, la question principale demeurait: où se trouvait Caroline? Était-elle encore en vie? Avait-elle mis en scène sa propre disparition pour brouiller les pistes? L'éclatement de la vérité survint peu après l'interrogatoire, où Elias fut placé en détention provisoire. La police parvint à tracer l'itinéraire d'une carte bancaire appartenant à Caroline, utilisée au sud du pays, dans la région de Malmö. Des caméras de magasins captèrent l'image d'une femme blonde, dont la corpulence rappelait celle de Caroline, en train d'acheter des provisions. L'alerte fut immédiatement diffusée et le signalement de la suspecte se propagea aux forces de l'ordre locales. Plusieurs semaines de traque s'ensuivirent, ponctuées par de faux signalements et des impasses, jusqu'à ce qu'enfin, un agent de la police ferroviaire la repère sur un quai de gare à Malmö, alors qu'elle tentait de se fondre dans la foule des voyageurs. L'arrestation fut discrète, sans résistance de sa part. Caroline, le visage émacié, un bonnet enfoncé sur la tête, semblait résignée. Son transfert à Göteborg se fit dans la foulée pour qu'elle soit confrontée à l'ampleur de ses actes. Le dossier judiciaire qui se constitua contre Elias et Caroline fit l'effet d'un coup de tonnerre. Lorsque le procès s'ouvrit, l'intérêt médiatique était considérable. La salle d'audience dans laquelle se tenait la procédure fut assiégée par des journalistes nationaux et même internationaux,
fascinés par ce récit d'horreur. Sur le banc de l'accusation, une procureure déterminée déploya une argumentation basée sur la préméditation, l'enlèvement, la séquestration, la torture psychologique et, dans au moins un cas prouvé, l'homicide volontaire. Les témoignages émouvants des proches des victimes, entrecoupés de sanglots, confirmaient que ces femmes avaient été ciblées pour leur investissement associatif et leur confiance facile envers Caroline, figure bien connue du bénévolat. L'accusation lut à haute voix des extraits des échanges cryptés, mettant en exergue la cruauté du langage et l'absence totale de remords exprimés, surtout dans le cas de Caroline. Les jurés, attentifs, ne pouvaient réprimer leurs expressions d'horreur face à la nature des faits. Le rôle de la défense s'avéra délicat, voire impossible. L'avocat commis à Elias, tentant de miser sur l'irresponsabilité et l'obsession artistique de son client, chercha à démontrer que celui-ci ne comprenait plus la gravité de ses actes, qu'il vivait dans une bulle psychotique où la réalité et la mise en scène se confondaient. Caroline, quant à elle, choisit d'engager un autre défenseur, qui la présenta comme une femme initialement sincère dans son engagement, mais progressivement manipulée par Elias, s'étant laissée prendre dans une spirale infernale. Cette tentative d'auto-victimisation s'effondra devant les preuves montrant que Caroline avait dirigé un grand nombre de manœuvres logistiques, qu'elle avait créé un calendrier précis et qu'elle avait joué de son prestige pour attirer des volontaires isolés. Les images de vidéosurveillance où elle apparaît clairement en train de participer à l'enlèvement de 2 femmes eurent un impact dévastateur sur toute tentative de plaider la naïveté ou la contrainte. De plus, la déposition d'un spécialiste de la police scientifique souligna la corrélation directe entre les traces découvertes chez Elias et certains vêtements retrouvés dans la voiture louée par Caroline avant sa disparition mise en scène. À mesure que l'audience avançait, la tension grandissait dans la salle. Les familles des victimes réprimaient tant bien que mal leur colère. Plusieurs amis de Caroline, complètement bouleversés, étaient présents pour tenter de comprendre comment une personne qu'ils avaient aimée et admirée avait pu se transformer en monstre. L'intervention de Lars, cité à la barre comme témoin clé, fut particulièrement poignante. Il expliqua devant le tribunal comment il avait d'abord cru, comme tout le monde, que Caroline était une victime, comment il l'avait aidée et comment, malgré ses compétences, il avait été trompé par celle qui se servait de lui pour bâtir l'infrastructure numérique de ses crimes. Son témoignage fut courtois et précis, décrivant en détail les programmes informatiques mis en place, tout en soulignant que jamais il n'aurait soupçonné un tel usage pervers de la part de Caroline. Le ministère public s'appuya largement sur cette déclaration pour prouver la duplicité et la calculatrice froide que Caroline était devenue, coopérant étroitement avec Elias pour donner libre cours à leur soif de domination et d'angoisse. Le dernier jour du procès fut marqué par un sentiment de gravité extrême. Après de longues délibérations, le jury rendit un verdict unanime. Coupable. Elias Lundgren et Caroline Nordin furent tous deux reconnus responsables d'enlèvements répétés, de séquestration, d'actes de torture psychologique et de l'homicide aggravé d'au moins une victime confirmée. La peine, prononcée par la présidente de la Cour, fut la réclusion à perpétuité, tant pour Elias que pour Caroline, sans possibilité de libération anticipée, avant de longues décennies. La lecture de ce jugement déclencha un silence lourd dans l'Assemblée, certains proches des victimes pleurant d'un mélange de soulagement et de chagrin. Les journalistes présents rédigèrent aussitôt leurs articles, décrivant la fin d'un procès terrifiant, qui laissait transparaître à quel point un visage d'ange pouvait masquer la pire des cruautés. Après l'énoncé du verdict, l'opinion suédoise demeura profondément troublée par les événements. Göteborg, cette ville habituellement paisible et accueillante,
dut affronter la réalité qu'un couple de prédateurs avait profité de la confiance que la communauté accordait à son projet caritatif. Des associations locales mirent en place des dispositifs de soutien psychologique pour les bénévoles et les proches des victimes. Le centre culturel, au cœur du scandale, entreprit de rénover entièrement son sous-sol, tentant ainsi de chasser le souvenir du mal qui s'y était niché. Les proches de la première disparue, dont le corps avait été découvert dans le parc, entamèrent un lourd processus de deuil et de reconstruction, tentant de trouver un sens à l'incompréhensible. Lars, pour sa part, regagna progressivement un certain équilibre, soutenu par ses proches, mais encore marqué par la culpabilité de n'avoir pas discerné la noirceur qui l'entourait. Il continua toutefois à œuvrer dans le numérique au service d'associations, peut-être davantage encore pour honorer la mémoire de celles qui avaient succombé au piège. Les discussions publiques évoquèrent la nécessité d'instaurer de nouveaux protocoles de sécurité pour les organisations caritatives, procédures de vérification des antécédents, formation au repérage des signaux d'alarme et encouragement à travailler en binôme, surtout la nuit. La population prit conscience de la fragilité inhérente au projet de bénévolat, qui repose souvent sur la bonne volonté des participants et, parfois, sur une confiance excessive dans la bienveillance d'autrui. Un élan de solidarité s'était néanmoins manifesté dans toute la ville. Lors d'une veillée à la mémoire des victimes, des centaines de bougies scintillèrent sur les marches de l'un des principaux musées de Göteborg, en signe d'hommage et de protestation face aux atrocités commises. Au fil des mois, les journaux publièrent encore quelques articles évoquant le sort d'Elias et de Caroline, désormais incarcérés dans des ailes distinctes d'un établissement pénitentiaire de haute sécurité. De rares confidences de gardiens de prison mentionnèrent l'attitude fermée d'Elias, qui semblait plongé dans une forme d'apathie, et les crises de rage sporadiques de Caroline, qui ne supportait ni la réclusion ni le fait de ne plus exercer aucun contrôle. Les psychologues, mandatés par l'administration pénitentiaire, dressèrent le portrait de personnalité associant un narcissisme aigu, un sentiment de toute puissance et un certain goût pour la manipulation. Nombre d'experts s'interrogèrent sur la manière dont Caroline, réputée pour sa gentillesse et son dévouement, avait pu plonger dans une telle démence criminelle. Les hypothèses allèrent de la psychopathie latente à une relation de codépendance malsaine, en passant par un désir ardent de reconnaissance et de sensations fortes. Le mystère demeurait entier, et la seule certitude, pour les habitants de Göteborg, était la violence de la trahison qu'ils avaient subie en la personne de cette bénévole admirée. Même si le déroulement concret de leur crime resta en partie enveloppé de secrets, faute d'aveu clairs de la part des deux coupables, l'enquête, les preuves matérielles et les témoignages suffirent amplement à les condamner sans ambiguïté. Cette affaire, rapidement surnommée le cercle des disparus, devint un cas d'école dans la formation des futurs enquêteurs en Suède. On insista sur la nécessité d'enquêter avec prudence, de ne pas se fier aux premières apparences qui laissaient croire en la candeur de Caroline. Son habileté à manipuler la confiance, son rôle de facilitatrice dans la capture de jeunes femmes et la dimension pseudo-artistique brandie par Elias pour justifier l'horreur révélèrent à quel point la frontière entre l'innocence affichée et la perversité pouvait être ténue. Les associations caritatives, bien qu'ébranlées, persistèrent dans leur engagement pour le bien commun, redoublant parfois de vigilance. La population garda longtemps en mémoire le visage souriant de Caroline, figurant sur d'anciennes affiches de collecte, tout comme la silhouette imposante d'Elias arpentant les couloirs d'un festival de films indépendants. Les deux figures n'étaient plus seulement celles de bénévoles généreux ou d'artistes dévoués, mais celles de prédateurs ayant abusé de la confiance de tout un réseau associatif. Le sentiment de trahison entraîna de vives discussions sur la difficulté de détecter le mal camouflé derrière une apparence de compassion.
des animateurs radio rappelèrent que les criminels aux intentions sombres peuvent revêtir le masque de la bienveillance et qu'il est malheureusement difficile de discerner la réalité quand on est soi-même désireux d'aider autrui. La ville tenta, et tente encore, de tourner la page. Pour beaucoup, cela se manifesta par une défiance plus grande, un besoin de garantir que personne ne profitera de leur altruisme. Pour d'autres, cela renforça la détermination à préserver un tissu associatif fort, où la solidarité doit vaincre la peur. Certains, directement affectés, cherchèrent un accompagnement psychologique afin de dépasser l'angoisse née de cette affaire. Ils racontèrent comment, la nuit, ils étaient hantés par l'idée que l'horreur pouvait naître à côté de chez eux, dans l'indifférence ou l'ignorance la plus totale. D'aucuns affirmaient même qu'ils avaient du mal à se confier à de nouvelles personnes, toujours effrayés par l'éventualité d'un double jeu. Toutefois, la majorité de la population refusa de renoncer à ce qui fait l'âme de Göteborg. L'entraide, le soutien mutuel et l'idée que la communauté peut s'élever contre la barbarie. En fin de compte, l'un des grands enseignements tirés de cette affaire fut sans doute la conscience aiguë de l'importance des signaux d'alarme. Les discours postérieurs au procès soulignèrent tous la même chose. Beaucoup de coïncidences auraient pu, à elles seules, sembler insignifiantes, mais mises bout à bout, elles auraient peut-être permis d'agir plus tôt. Les plaintes discrètes de certaines bénévoles, la disparition progressive de participantes à des programmes caritatifs, la présence étrange d'Elias lors d'événements où il n'était pas forcément attendu. Tout cela, rétrospectivement, forma un tableau où l'alerte aurait dû être donnée plus vite. De la même façon, l'emprise psychologique qu'exerçait Caroline sur ces femmes, notamment parce qu'elle était devenue une personnalité respectée, n'avait pas été soupçonnée. Lorsqu'un dirigeant d'une association communautaire raconta à la police qu'il avait trouvé bizarre que Caroline annule parfois des réunions ou propose des changements de lieu à la dernière minute, il expliqua qu'il n'avait jamais osé la remettre en question, tant son engagement semblait sincère. À l'avenir, cette confiance aveugle devrait céder la place à des procédures de transparence systématiques, bien que rien ne puisse offrir une garantie absolue contre la malignité humaine. La finale du procès ne laissa aucun doute sur la volonté du système judiciaire de punir sévèrement l'atrocité des actes commis. Elias, rongé par une solitude carcérale qui le privait de tout public pour ses sinistres performances, s'emmura dans un silence boudeur. Caroline, quant à elle, se montra tour à tour abattue et colérique. Les spécialistes considéraient qu'elle n'éprouvait pas de remords authentiques, mais plutôt un sentiment de rage lié à l'échec de son entreprise et à sa perte de liberté. Du reste, de nombreux Suédois estimèrent qu'il valait mieux qu'elle demeure à jamais derrière les barreaux. Les familles des victimes, assurées que justice avait été rendue, tentèrent de reprendre le cours de leur existence. Certaines fondèrent de nouvelles initiatives visant à renforcer la vigilance au sein de la collectivité, comme un système d'accompagnement pour les bénévoles rentrant tard chez eux. D'autres choisirent de se retirer de la scène publique, préférant porter le deuil dans une discrétion attristée. Cette histoire marqua sans aucun doute un tournant dans la manière d'aborder la sécurité des personnes engagées dans l'humanitaire en Suède. Beaucoup continuent à se souvenir de Caroline comme de la figure de la fausse victime qui, en réalité, menait une double vie. Les journaux, grand public, publièrent même une série d'enquêtes sur ces monstres inattendus, essayant de démontrer que l'empathie, chez certains individus, peut être simulée pour mieux tromper. Néanmoins, la ferveur médiatique finit par retomber, et les mois passant, une nouvelle actualité vint chasser le visage de Caroline et d'Elias de la une des journaux. Il n'en reste pas moins que, dans la mémoire collective, ce duo infernal demeure un rappel cuisant que le mal peut surgir des recoins les plus inattendus.
Aujourd'hui, Göteborg tente de se reconstruire. Les lampadaires, toujours allumés le long des quais, continuent de projeter leurs reflets scintillants sur l'eau noire du port. Les passants se croisent, se saluent parfois, mais avec un surcroît de prudence qui n'existait pas avant novembre 2022. Des fleurs sont encore déposées de temps à autre là où la première victime fut retrouvée. Un petit mémorial a été érigé, incarnant la volonté de ne pas oublier celles qui ont été arrachées à la vie par la folie de Caroline et d'Elias. De nouvelles vocations se sont créées dans le domaine social, dans l'investigation criminelle, voire dans le monde juridique. En un sens, cette tragédie a suscité une prise de conscience générale sur la nécessité de protéger, de comprendre et de réagir face à toute anomalie. D'anciens collègues de Caroline ont fondé un organisme dédié à la prévention, dans l'espoir de détecter plus rapidement les signaux d'alerte liés à des comportements dérangeants, même parmi les bénévoles et les gens que l'on tient pour irréprochables. Je vous confie que cette histoire me bouleverse profondément. Je crois qu'elle nous démontre à quel point nous ignorons parfois qui sont réellement les gens auxquels nous faisons confiance, et comment l'apparente générosité peut cacher une âme sombre. J'espère, pour ma part, que la mémoire des victimes continuera à nous inspirer une vigilance empreinte de solidarité et de respect mutuel. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout. Je vous avoue que j'éprouve une forte émotion en partageant cette enquête avec vous, et j'espère que nous saurons tirer des leçons essentielles de cette affaire. Si vous souhaitez poursuivre votre exploration des faits divers et des mystères de ce monde, je vous invite à découvrir mes autres vidéos, disponibles dès à présent. J'y aborde différents dossiers criminels, tous passionnants et parfois difficiles, pour mieux comprendre la complexité de la nature humaine. Je vous assure que d'autres récits surprenants sont à venir, alors n'hésitez pas à rester connectés. Prenez soin de vous et à très bientôt.